Alex Raté, producteur du Marathon Beneva de Montréal et aussi tu es directeur général du Beach Pro Tour Montréal. Puis nous, c'était vraiment important de redonner le marathon aux Montréalais. C'est toujours important pour nous que la croissance passe par l'expérience du participant. C'est un des rares sports que le volet féminin est plus populaire que le volet masculin. Combien ça coûte opérer le Marathon de Montréal? Bienvenue à Sport Inc. Salut Sacha. Salut Jen, ça va? Oui, toi? Oui, ça va. J'ai envie de t'appeler Sach. Oui. C'est comme ça qu'on C'est t'appelle? comme ça que tout le monde m'appelle. OK, bon, ben Sach. Ouais. Salut. Ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que je connais quand même pas mal et que j'ai très hâte qu'on jase avec lui, Alex Raté. Salut Alex. Allô, ça va bien? Eh oui, ça va très bien, mais toi, comment ça va? Parce que t'es pas mal occupé. Là, on s'entend, directeur général, producteur du Marathon Beneva de Montréal. Et ça, ça fait partie que tu es directeur général de Couron, Montréal. Oui. Et aussi, tu es directeur général du Beach Pro Tour Montréal. Donc, cette épreuve-là de volleyball de plage. Quand même, c'est du stock, là. Ouais, j'ai une belle grosse année devant moi, mais c'est super stimulant, là. Je tripe événementiel depuis une vingtaine d'années. Okay. Puis travailler sur des beaux projets comme ça, pour moi, c'est du travail, mais c'est pas du travail, là. Ouais, je comprends. Et Couron Montréal, ce qu'on peut lire là, sur le site, c'est que c'est né d'une passion partagée pour la course à pied et d'une vision, faire de Montréal une destination de choix pour les coureurs et coureuses du monde entier. Est-ce que Montréal est une destination de choix, selon toi? Ben, Montréal, c'est une ville de sport, là, en fait. Mais avant tout, je pense que Montréal, c'est une ville d'événements sportifs. Mm-hmm. Parce que moindrement qu'il y a un événement qui arrive à Montréal, les gens se l'approprient et sont fiers de ces événements-là. Je pense que le Marathon de Montréal, avec son histoire, là, la première édition en 1979, c'est le plus gros marathon d'importance au Canada. Tu vois, je savais Il a même rapidement marqué l'esprit des gens. Puis quand je me promène à l'étranger, je vais faire d'autres marathons, mais c'est certain que Montréal ressort. Là. Montréal est reconnu à l'international, que ce soit par le Canadien de Montréal ou la F1, le tennis, mais dans la communauté de la course à pied, Montréal ressort. Là. Les gens connaissent Montréal. Là. OK. Donc, autant du côté, j'allais le dire, là, pourquoi c'est une destination, c'est autant du côté des attraits touristiques, mais aussi le parcours. Donc, on aime le parcours. Oui, puis Montréal, le Québec est reconnu comme une ville festive aussi. Là. On parle souvent de la vie nocturne de Montréal, mais de par tous ces festivals, ces spectacles, ces événements, ces équipes sportives, ces restaurants, on vient un week-end à Montréal, il y a un match du CF Montréal, tu peux aller manger dans un super bon restaurant, aller chercher des bagels, un peu tout ce que nous, on trouve peut-être cliché, mais c'est vraiment, des attraits qui sont en haut de la liste pour tous les gens qui viennent à notre événement. Je trouve ça vraiment intéressant quand Jen m'a parlé que ta présence sur le balado, puis c'est un monde qu'on entend parler. Surtout, on va parler du beach volleyball tantôt, mais les courses, les marathons, on entend parler, tout le monde au Québec, à Montréal, entend parler parce que ça impacte évidemment les routes, tout ça. Fait que c'est cool de voir l'arrière-scène. Quand moi je pense marathon, je pense automatiquement au marathon de Boston, qui est comme, selon moi, qui est néophyte dans tout ce qui est course à pied, peut-être le summum, le plus connu. Montréal, dans les marathons à travers le monde, se situe où en termes de popularité chez les coureurs? Il y a plusieurs catégories. Là. Tu fais état de Boston. Boston fait partie des 6 majeurs avec Berlin, Londres, Chicago, New York, Boston. En les nommant, je me suis dit, il ne faut pas que j'en oublie un. Là, mais il fait partie des marathons majeurs dans le monde. Puis eux, il y a seulement la distance du marathon. Donc, tandis que nous, c'est vraiment un week-end de course. L'année passée, on a eu 32 500 coureurs. Cette année, on vise 35 000 coureurs. Au Canada, on est le 2e plus gros week-end de course au Canada. Puis si on se compare un peu, quand je me compare à ces événements-là, je me dis Montréal n'a rien à envier à ces villes-là parce que j'ai eu la chance de courir à New York, j'ai eu la chance de courir à Chicago, à courir ces événements-là
ont une notoriété qui est démesurée par rapport à Montréal, mais en termes de qualité d'organisation, Montréal n'a rien à envier à ces événements-là, puis aussi, ne serait-ce que la ville non plus n'a rien à envier à ces villes-là. Fait que c'est fascinant de voir, oui, le positionnement de Boston, ça vient tout juste d'avoir lieu. Il en parlait ce matin à la radio, donc il réussit à avoir une place. Mais Montréal, c'est sûr que nous, on aspire à faire partie de ces grands événements-là, mais en même temps, on n'a rien à leur envier. Est-ce que tu l'as dit, tu cours, tu as couru plusieurs événements comme ça. Est-ce que tu t'es inspiré de certains pour Montréal afin d'améliorer l'événement? Oui, c'est certain. Ça fait 4 ans que notre groupe, le groupe Tonic, a repris l'organisation du Marathon de Montréal. Puis moi, j'ai eu la chance d'arriver en avril 2022. Puis rapidement, de m'approprier cet événement-là. Puis j'étais un coureur occasionnel, mais j'avais déjà un marathon en arrière de la cravate. Puis c'est sûr que... En termes qu'organisateur d'événements, je vais dans un événement, pour moi, je regarde la compagnie de chapiteaux, je regarde vraiment tout l'aspect logistique derrière les événements. Fait que c'est certain que en tant qu'organisateur, coureur, ben, je regarde tous les aspects. Je me rappelle les premiers marathons que je faisais avec ce rôle-là. Je prenais des photos, des ravitaillements en courant pour essayer. Okay. Mais c'est sûr que toutes les bonnes pratiques que je peux prendre dans ces événements-là, ben, je les ramène à notre équipe, je leur envoie des photos, puis ça me stimule, puis ça nous pousse à toujours être meilleurs. Est-ce que tu as des bonnes anecdotes aussi à l'extérieur? Quelque chose qui t'est arrivé ou que tu as vécu, que tu te dis peut-être ça t'a fait changer ta vision du Marathon de Montréal ou dis « Oh my God, ça, on veut pas ça au Marathon de Montréal. Hein? » Ben, c'est ce que oui, il y a ce qu'on veut pas faire, là, mais ça, je pense que ça vient avec notre expérience. Quand on organise quelque chose, on se dit l'année prochaine, il faut être meilleur, mais j'essaie toujours de ramener les bonnes pratiques. Okay. Les bonnes pratiques. Puis quand je pense à les anecdotes, il y en a tellement parce que tu cours pendant 4 heures. Là. Moi, je suis pas je me compare, il y en a que je suis rapide, d'autres je suis pas rapide. Il y en a une, mettons. Mais j'ai le temps de courir 4 heures, fait que c'est sûr que... Puis le dernier que j'ai fait à Rome, c'est sûr que tu cours sur des rues qui sont tellement historiques que juste tu t'arrêtes à penser combien de gens ont marché ici, sur les pavés, tu vois le Colisée de Rome, tu te dis « Ah, barouette, c'est extrêmement vibrant comme ville ». Puis d'avoir, c'est ça, quand je parle, si on peut des comparables avec nous, qu'est-ce que j'essaie d'amener, c'est vraiment l'expérience du participant sur le parcours. Oui, à Rome, c'est une expérience qui est unique de par la ville, mais le summum d'énergie sur le parcours reste New York. Le marathon de New York, c'est 42 km de gens qui applaudissent puis qui crient sur le long du parcours. Ah ouais. Tu termines, t'es un peu épuisé mentalement parce que tu as tellement été confronté à des gens qui crient ton nom parce que le nom est sur le dossard. Puis toute l'énergie, t'es épuisé physiquement, mais mentalement aussi de tout cet amour-là puis de toute cette énergie-là que tu as reçue. Moi, je fais juste pleurer non-stop. Je fais genre, les gens, il y a tellement d'amour, c'est clair. Là. Ouais, ben c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'un marathon, tu passes par toute la gamme des émotions. Là. Moi, je peux rire, je peux pleurer, je peux me trouver bon, je peux me trouver pas bon. Je passe vraiment par toute la gamme des émotions pendant 4 heures. Là. Puis, tantôt, on parlait de 32 000 qui viennent à Montréal. 32 500, 35 000 attendus cette année. 35 000. Ouais. C'est quoi le pourcentage qui viennent de l'extérieur de la grande région de Montréal? Tu sais, mettons que je dis qu'ils ont besoin d'un hôtel. Ouais, on parle des excursionnistes là, qui est en rayon en dehors de 40 km de Montréal. Ça représente environ 10% là, de nos... fait que c'est un événement qui est, oui, très montréalais, avec une saveur internationale. L'année passée, c'est 54 pays différents qui étaient représentés au niveau du marathon. Comme je disais tantôt, on a repris l'événement il y a 4 ans, puis nous, c'était vraiment important de redonner le marathon aux Montréalais. Il avait appartenu à des Américains pendant 7 ans, la gang de Rock and Roll Series. Puis quand le marathon est redevenu à des intérêts québécois, la vision de Sébastien, mon président, c'était vraiment de redonner les lettres de noblesse au Marathon de Montréal puis le redonner aux Montréalais, que les Montréalais se le réapproprient parce qu'ils l'avaient un petit peu délaissé, ils s'étaient un peu dénaturés avec le temps. C'était vraiment important d'avoir ça. Fait que nous, tous nos efforts ont vraiment été de fédérer la communauté de course à Montréal pour vraiment dire « Hey, on est là...
je me rappelle la première été, je suis allé courir avec eux pour que les gens puissent mettre un visage sur le marathon de Montréal, puis qu'ils me posent leurs questions, leurs inquiétudes, puis vraiment leur dire « Hey, venez-vous-en à notre événement, vous allez vous retrouver, puis vous allez triper. » Puis dès la première année, la communauté a répondu présente, puis ça a vraiment été une belle façon d'aller créer des ambassadeurs aussi pour l'événement, autant au niveau spectateur qu'au niveau coureur. Il y a une règle non écrite en course à pied, c'est que si tu cours pas, tu viens encourager. If you don't run, you cheer. Fait que ça a été vraiment ça un peu la prémisse de base. Puis là, en ce moment, on parle de 10% environ à l'extérieur Mais c'est sûr que dans nos visites de croissance, c'est super important d'aller chercher cette clientèle-là qui est hors Québec. Les gros marathons qu'on parlait tantôt, les 6, on parlait de Chicago, on parlait de Boston. Eux, c'est juste pour donner une idée, est-ce qu'on sait c'est quoi les pourcentages de l'extérieur? Ça doit être assez élevé, j'imagine. Oui, c'est assez élevé parce que ça fonctionne sous une base de tirage, tellement qu'ils ont de demandes. Là, il y a plusieurs façons. Là. Il y a la façon... tu peux te qualifier. À Boston, on parle souvent à Boston, on doit se qualifier avec un temps. On a accès à pouvoir s'inscrire. Après, des événements comme Chicago, New York, il y a une pige. Puis la troisième façon, c'est via leur programme caritatif. Là. Donc, c'est certain que ces événements-là, ils ont une représentation à l'international qui est quand même assez élevée. Mais tu as des villes comme New York, eux, font quand même une place prédominante aux New-Yorkais aussi, là, pour s'assurer que l'événement ne soit pas trop dénaturé. Et l'inscription, ici, ça fonctionne comment? Donc, les gens ont à s'inscrire sur... Ouais. On n'a pas encore assez de rareté pour avoir une loterie. Là. Donc, donc, les gens peuvent s'inscrire. On a quand même des nombres limités de places. Là. Donc, comme par exemple, en ce moment, la distance du marathon, 42,2 km, c'est 6 000 coureurs. Bien, on est complet dans cette catégorie. C'était combien pour s'inscrire? C'est quoi le coût? On reste assez abordable. Au niveau du Québec, on est l'événement qui coûte le plus cher, mais on est l'événement qui coûte le plus cher à produire aussi. Là. Donc, il y a une certaine, mais il y a une volonté de garder quand même les prix bas pour la qualité d'événement qu'on organise. Si on se compare au niveau du Canada, on reste quand même dans la moyenne. Là. Mais c'est quoi, mettons, le prix? Juste pour le marathon, par exemple, on est autour il y a une augmentation de prix là, entre 140 et 170 $. Mais un événement comme New York, par exemple, c'est 500 $. Là. C'est 325 US que ça coûte. Mais c'est pas c'est pas ce qui va te coûter plus cher. À New York, c'est pas c'est l'hôtel. C'est l'hôtel, l'avion, c'est tout ça qui fait que ça monte la facture assez rapidement. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Souvent, dans le balado, Jen et moi, dans les différents sujets qu'on couvre, on parle souvent des retombées économiques. Ouais. On est beaucoup, de la balado sur la business du sport. Fait qu'on a eu Sophie Laporte qui était venue nous voir par rapport à la Coupe du Monde, la FIFA, qui a fait beaucoup jaser. Qui t'a écouté. Qui a fait jaser. Fait qu'on parlait un peu de juste l'impact de la Coupe du Monde. Je trouve ça intéressant parce qu'on oublie ces événements que je dirais qui sont peut-être dans une cote de popularité très élevée pour les participants, mais pour les amateurs, c'est pas nécessairement... T'écoutes pas un marathon à la télé au Québec, tu sais, à RDS... Moi, oui. Ben, c'est ça, mais quand tu vas à RDS, tu sais, les chaînes... C'est pas couvert, c'est ça, je veux dire. Donc, mais ça attire quand même beaucoup de gens. On parlait de Montréal au début de l'épisode de comme une destination, tu sais, foodie avec des attraits touristiques, puis... ça peut être un super vecteur de croissance économique pour la ville. C'est quoi, selon votre équipe, dans les stratégies de croissance, comment attirer plus de gens internationaux, sachant qu'on n'est pas, j'appelle ça un grand chelem, je m'excuse, je considère comme les 6 on parlait les grands, j'appelle ça comme les top tier, là, les grands chelems. Comment on fait pour passer de 10%, mettons, à 20%, considérant avec Montréal où ce qu'on est? En ce moment, c'est sûr qu'on a identifié des marchés qui sont naturels un peu avec Montréal. Là, donc, on pense à l'Europe. Ouais. Puis plus on le gratte, plus on le travaille, cette
cette vision-là, puis cette croissance, puis ce plan-là, c'est sûr que l'aspect francophone, là, donc l'aspect d'aller chercher la francophonie est une piste qui est super intéressante pour nous parce que là, on est le plus gros marathon francophone en Amérique du Nord, donc soudainement, ça devient un key selling point qui est quand même assez intéressant. Puis on a des destinations avec l'Europe qui est assez naturelle, là. Donc d'aller chercher ces marchés-là. On travaille avec certains partenaires en Europe en ce moment pour promouvoir justement notre événement. Puis eux, ils sont présents dans des salons, que ce soit le marathon de Paris ou d'autres marathons. Ils sont présents, puis ils promouvoient la destination. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, les gens connaissent Montréal, puis rapidement, on devient ah oui, on met ça sur l'espèce de liste de souhaits là, de marathon à faire. Est-ce que, là, tu as parlé de 35 000, je pense, pour cette saison. Ouais. Ça va être une hausse de quoi? Si tout ça se réalise, de 20, presque 10%. 25 pour... combien? On passe de 32 500 à 35 000 cette année. Il faut comprendre que on a une grosse année cette année avec notre groupe, avec les championnats du monde, les grands prix cyclistes. Donc, pour cette année, on a évidemment une croissance, mais c'est toujours important pour nous que la croissance passe par l'expérience du participant. Donc, on veut vraiment pas, parce que avec la demande qu'on a, on pourrait monter à 40, 45 000. Mais j'allais dire, est-ce que c'est justement un danger, tu sais, d'aller trop vite, trop tôt? Exactement, parce que c'est sûr que si on rajoute un nombre élevé de participants, mais c'est ça, il y a des enjeux au niveau organisationnel. Fait nous, on veut contrôler cette croissance-là, puis on veut y aller toujours avec l'arrière-pensée que l'expérience du participant est au cœur des... Parce qu'on vient à des niveaux que, ben là, on se doit de revoir le départ, revoir le site d'arrivée, revoir les capacités d'accueil des différents sites. Donc, ça amène un volume opérationnel qui est beaucoup plus important, puis une complexité que pour cette année, du moins, on n'est pas prêt à aller. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Revoir les nids de poules, revoir les trous. Même pour vrai, comme faut en parler, là. Mais non, mais on va en parler parce que c'est important d'en parler. J'allais poser la question, le parcours du marathon à Montréal, c'est quoi? Où le départ, puis il passe par où, là? Mettons que si on faisait un... Ouais, on est chanceux. Puis ça, on a vraiment une grande chance d'avoir un super partenaire qui est la Ville de Montréal. Là. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais Montréal reste un super partenaire dans l'aventure du marathon bénévole de Montréal. Puis, on a un marathon qui est 100% dans la ville de Montréal. Tu parlais de Boston tantôt. Il y a à peu près 5 km qui se déroulent à Boston. Ouais. Il part loin, puis il y a les derniers 5-6 km qui sont dans Boston. Tandis qu'à Montréal, le départ est au Page en drapeau. On traverse via le pont de la Concorde. On visite le vieux Montréal qui est magnifique avec la grande roue, le bord de l'eau. C'est des points de vue qui sont exceptionnels. Après ça, on monte pour aller visiter le parc La Fontaine, qui est magnifique. Il y a plein de... Là, je me vois les stations d'encouragement aussi. Tu vois tes photos. Là, je vois les différents clubs de course qui font les stations d'encouragement. Donc, après, il y a le boulevard Saint-Joseph. Les demi-marathoniens, eux sont chanceux. Ils tournent à droite pour aller au parc Maisonneuve. Mais les marathoniens, eux, tournent à gauche pour monter Saint-Laurent jusqu'à Rivière-des-Prairies, aller sur le bord de l'eau. Jusqu'à Gouin, dans le fond. Oui, exactement, jusqu'au boulevard Gouin. Donc, on traverse littéralement Montréal via Saint-Laurent pour revenir Saint-Joseph puis aller terminer au parc Maisonneuve. Puis, je suis pas là pour dénigrer la ville de Montréal. On l'a fait quand on parlait de certains sujets, mais les nids de poules, qui pourraient, comme... Jen, quand on préparait l'entrevue, m'a envoyé ses questions, puis j'ai vu la question des nids de poules. Je me suis dit, c'est une méchante bonne question, parce que moi, je suis en auto ces temps-ci, comme tout automobiliste à Montréal. Ben là, moi, j'ai tombé dans un trou. Avec ton auto ou en marchant? Ben non, en marchant. Bon, parfait. Tu sais, t'as un bon exemple. Fait que c'est quoi explique-nous, mettons, la préparation en vue du marathon, ce volet-là de la condition des routes. C'est un sujet qui est hyper intéressant, puis c'est ça versus, on a parlé de vélo un peu, là, c'est sûr que versus le vélo, la course à pied, il y a peut-être plus d'incidence sur le vélo versus la course à pied. Le choix du parcours est complexe à Montréal, on s'entend, c'est pour ça qu'on revient année après année avec le même parcours, donc les gens peuvent se mesurer au même parcours qu'ils ont fait, donc puis aussi ça permet de pouvoir contrôler, il y a des travaux, cette année, l'année prochaine, ça va être correct. Donc oui, il y a certains changements, mais la grande majorité du parcours reste le même pour pouvoir justement anticiper les différents chantiers.
Parce qu'il y en a plusieurs chantiers, on ne se le cache pas. Au niveau des nids de poules, on est quand même chanceux parce qu'on est après les Grands Prix cyclistes. Donc, on sait que l'année passée, il y a eu certains enjeux, mais la ville travaille d'arrache-pied pour s'assurer que la chaussée est acceptable, disons, là, elle n'est pas parfaite. On s'entend, mais que la grande majorité, nous, on a des équipes qui passent régulièrement durant l'année pour identifier les endroits qui sont dangereuses, là, qui sont majeurs, qui doivent être arrangés. Puis le matin de la course, ben, tout ce qui est plus problématique, ben, c'est identifié avec la peinture orange. Donc, on peut les repérer. Mais après aussi, c'est que je dis souvent, j'ai la chance de faire des marathons un peu partout dans le monde, puis je vous garantis qu'il y a des nids de poules aussi à Rome. Donc, c'est sûr qu'il y en a partout. il y en a c'est pas pour diminuer puis pour minimiser, mais la chaussée est pas parfaite partout, mais Montréal travaille fort pour que ça soit satisfaisant et que ça soit pas dangereux pour les coureurs. Mais ma question est aussi au niveau de l'assurance. Ouais. Comment ça marche, les assurances? Est-ce que vous assurez tous les coureurs ou les coureurs doivent s'assurer eux-mêmes? On est un sport fédéré, donc on travaille avec Athlétisme Québec, qui est un partenaire aussi avec nous, là, qui est vraiment précieux dans l'aventure. Donc eux, ils ont des programmes de sanctions. Donc notre course est sanctionnée hors par Athlétisme Québec. Donc ça vient avec des assurances. Donc il y a un frais de X par participant pour assurer chaque coureur. Peu importe l'état de la chaussée. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, est-ce que dans ce contexte-là, pour l'assurance, ça a l'air banal, mais un coureur qui arrive, est-ce qu'il y a une évaluation faite de la chaussée avant qui fait en sorte que ton assureur te charge plus cher, considérant que, en ce moment, si tu regardes l'état des routes, on tourne en ce moment au printemps, les routes sont particulièrement quelque chose. Là. La mairesse, il y a quelques mois, elle a eu 2 flats dans la même route, tu sais. Fait que c'est pas un secret de Polichinelle, là. Tout le monde sait que c'est ça. Fait que je me demandais juste, dans la logistique autour de ça doit être quand même intéressant à gérer. Il y a une évaluation des risques avec l'assureur d'Athlétisme Québec, puis c'est assurément, puis c'est un taux qui est majoré avec tous les événements au Québec. Donc, c'est sûr que probablement que Montréal fait augmenter la facture d'un peu tout le monde, mais en même temps, ça reste des frais qui sont inclus dans l'inscription. Là. OK. Cool. Puis, on a un événement qui est à l'automne aussi, là, donc c'est sûr que la chaussée a eu le temps d'être réparée à plusieurs reprises. Mais nos équipes, ils vont régulièrement sur les parcours. Moi, je cours à Montréal plusieurs fois par semaine. Puis oui, c'est certain qu'on va faire état. J'ai passé par Papineau, ils sont en train de la réparer. Il faut faire des zigzags là, pour pas endommager la voiture. Donc, c'est sûr que si le marathon passait par là, par exemple, il y aurait une emphase qui serait mise pour réparer ce secteur-là. Là. Mais mettons, cette saison-là, est-ce que tu peux nous dire à ce point-ci, en pourcentage, est-ce que les trous sont colmatés? Est-ce que... En ce moment, on n'a pas encore fait nos tournées de site. Là. Nous, en fait, le parcours, la façon que ça fonctionne, c'est que rapidement dans l'année, on envoie notre parcours aux différents arrondissements pour qu'ils puissent... est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus ou s'ils sont prévus, est-ce qu'ils peuvent être déplacés pour bloquer Puis après ça, une fois que c'est accepté par tous les arrondissements, en ce moment, au printemps, où on enregistre, notre parcours est confirmé par tous les arrondissements. Mais là, à ce moment-là, il y a un travail qui peut être fait pour aller vérifier la chaussée. Mais même si on vérifie là en ce moment, ça bouge tellement que peut-être ça va être beau là, puis ça ne le sera plus en octobre et vice-versa. Là. Puis avez-vous eu peut-être un meeting avec la nouvelle mairesse, avec, pour comment ça s'est passé? C'est quoi son intérêt pour le marathon? C'est vraiment le fun là, de voir un peu le changement de garde au niveau de la nouvelle mairesse. J'ai eu la chance de rencontrer Christine Black, qui s'occupe des sports au niveau de l'arrondissement. Je sais que mon patron a eu des meetings avec la mairesse. Il y a vraiment une belle ouverture. Puis elle voit vraiment aussi l'importance d'événements sportifs, autant le marathon que le Grand Prix cycliste, que la F1, les championnats du monde. Elle est vraiment capable de mesurer l'importance de ces événements-là dans une ville comme Montréal. C'est que ça met Montréal sur la map. Nous, c'est beaucoup des sujets qu'on parle. On est fiers de parler de Montréal, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un événement de cette envergure-là, moi, ce qui me rend le plus fier, c'est que des gens de l'international prennent l'avion et ils se disent je m'en viens à Montréal. C'est niaiseux, mais moi, je voyage pour le travail, puis quand je suis à l'aéroport à une ville aux États-Unis ou whatever, puis je vois des gens qui vont à Montréal, mais qui sont pas de Montréal, du Québec, du Canada, c'est comme, OK, qu'est-ce que tu t'en viens faire ici, tu sais? Fait que c'est cool de voir des gens qui sont intéressés par visiter. Fait que des événements comme le marathon, je trouve que c'est super. Puis effectivement, la nouvelle mairesse,
Ce serait le fun qu'elle vienne nous voir, d'ailleurs. Là. On en parlait avec Jen. C'est une invitation. C'est une invitation. On a beaucoup de sujets à lui jaser, mais elle semble être assez ouverte dans son discours de ramener Montréal comme une destination événementielle sportive. Chose qu'on a peut-être perdu, pas avec le marathon parce que vous l'aviez, mais dans d'autres sports qu'on avait peut-être moins d'importance, disons-le, qui attire beaucoup de touristes. D'ailleurs, le profil typique d'un marathonien ou d'un demi-marathonien qui prend l'avion pour venir courir ailleurs. Tu sais, si on peut décrire la personne typique, c'est-tu des gens qui viennent faire la fête? C'est des gens qui sont dépensiers? C'est des gens qui sont pas dépensiers? C'est quoi un peu le profil de la personne? Ben, quand on analyse notre événement, là, puis je peux parler de notre événement, mais je peux parler aussi de moi-même parce que j'ai un peu le même processus décisionnel quand il vient le temps de choisir une prochaine course. C'est quand même, c'est ça, c'est des niveaux de scolarité qui sont un peu plus élevés, des revenus moyens familiales qui est un peu plus élevé aussi. Donc, c'est des gens qui sont dans les moyens, là, quand c'est le temps, on parle de marathon. Là, je parle pas nécessairement de plus petites distances. Puis, quand on a couru un marathon, ça devient un peu comme, pas une drogue, là, mais ça devient une motivation d'en faire d'autres. Là, donc, puis, pas nécessairement de faire toujours le même. Donc, ça devient vraiment... ça devient ils appellent ça des runcations maintenant, là, d'aller courir pour visiter une nouvelle ville. J'en ai vu en Afrique. Oui. J'ai vu ça cette semaine. Il y en a partout. Il y en a littéralement partout, mais oui, en Afrique, à Cape Town. Donc, ça devient vraiment comme quand les gens regardent leur calendrier, ben, ils vont placer des vacances qui coïncident avec un marathon. Là. C'est ce que je fais. Là. L'année passée, j'ai fait Copenhague, donc j'ai passé une semaine à Copenhague avec le marathon comme point culminant de ma semaine là-bas. J'ai fait la même chose avec Chicago. Puis quand je vais à Chicago, ben, je vais voir les Blackhawks, je suis allé voir les Bulls, on est allé visiter, j'ai dépensé énormément d'argent dans cette ville-là. Donc quand les gens décident de prendre Montréal comme destination, le marathon devient presque un prétexte. Là. Ça devient quasiment secondaire. Eux, c'est de venir passer une semaine à Montréal, de venir dépenser de l'argent, de venir voir les différents, que ce soit le Canadien, le CF, comme je disais tantôt, manger dans un bon restaurant. Donc, c'est pas le divertissement qui manque à Montréal. Là. Parle-moi de l'application Strava. Ouais. C'est hyper populaire. Pour ou contre, premièrement? Non, besoin d'un verre d'eau pour ça. Je commence à voir là. C'est un média social. OK, genre Instagram, c'est un média social. Donc, les gens l'utilisent, oui, pour un peu rassembler leurs données, combien de kilomètres, etc. Mais c'est un média social pour rencontrer des gens, échanger. Toi, est-ce que tu l'utilises? Moi, je l'utilise depuis longtemps, là, depuis un peu sa sortie, mais de par ma relation avec les différents médias sociaux, j'ai décidé d'en abandonner. Puis ça a été un des premiers qui était probablement peut-être le plus facile à abandonner. Donc, je l'utilise quand même en mode privé. Donc, j'ai pas, je continue à voir mes sorties, à calculer mes kilométrages à vélo, à course à pied, mais je l'utilise plus comme un générateur de kudos. Hein. C'est pas des likes, c'est des kudos. Là. Donc, c'est ça que ça s'appelle? Donc, je l'utilise pas pour aller chercher une certaine glorification ou approbation de ses pairs. Là. Je l'utilise pour plus au niveau technique. Autant comme c'est vraiment un média social avec tout ce qu'il y a de positif puis tout ce qu'il y a de négatif également. Donc, je pense que dans n'importe quelle sphère, c'est toujours c'est quoi. Qu'est-ce que toi, tu vas rechercher dans ce... Donc, je suis définitivement pas parce que sur les 180 millions d'utilisateurs, selon moi, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais il faut quand même conscientiser les gens qu'il peut y avoir un côté négatif aussi. Exact, parce que est-ce que ceux qui sont sur Strava, là, puis qui essayent de la course, puis aiment la course, participent à un premier marathon, ça se peut-tu que c'est un petit retour à la réalité? Ben, c'est sûr que si tu t'as Strava, tu vas t'acheter des beaux souliers, tu fais comme ton idole sur TikTok, puis tu décides d'aller courir ton premier marathon sans préparation, sans plan de nutrition. Ça se peut que tu pognes un nœud. Là. Tu vas peut-être réussir, mais... Tu pognes un nœud. Peut-être que ça sera pas la meilleure expérience de ta vie, puis c'est même à la limite dangereux.
Mais c'est que rapidement, tu peux pas... tu te rends compte que ça te prend de la préparation. Puis Strava a été récemment acheté par Runna, qui est une plateforme d'entraînement. Donc, eux, c'était une façon justement de prendre toute cette communauté-là puis de leur dire « Hey guys, ça vous prend un plan d'entraînement. » Donc, il y a vraiment cet aspect-là de oui, c'est le fun, c'est beau, ça fait des belles photos, mais il faut que tu travailles quand même. Puis là, j'aimerais qu'on explique c'est quoi être une mule Strava. C'est quoi ça? Parce que j'ai entendu parler de ça. Fait que là, il y a des gens qui engagent du monde, mettons, qui vont le payer pour courir à leur place. Ah, ça m'allume, ça. Continue. Bon, vas-y. Non, ça, mais je veux comprendre. Ouais, ben ça, c'est un peu comme je me répète, mais c'est un média social. Donc, c'est sûr que ça va amener ce genre de... Il y a des gens... j'ai une petite anecdote. J'ai une amie qui court beaucoup, puis elle voit son ami qui met plein de stories, qui court, puis qu'elle m'a dit hey, on pourrait aller courir ensemble. Elle dit ben non, je cours pas, je fais juste endosser des brands, puis je dois faire des pauses, puis de... Donc, c'était juste pour une coureuse, juste pour paraître. Donc, c'est un peu dans la même lignée d'être une mule sur Strava. Là. Donc, accumuler les kilomètres sans avoir à courir. Ben non! Ouais. Eh ben! C'est beaucoup ça amène beaucoup le paraître. Puis ça devient une économie parallèle aussi. Là. Il y a des gens qui sont rémunérés pour créer du contenu, pour accumuler les kilomètres. Donc, inévitablement, ce genre de truc-là arrive. Là. C'est comme quand j'avais Tinder et je mettais j'étais 6 pieds. C'est comme ton... Les gens, Est-ce que tu payais quelqu'un pour aller au date? Ou... Non, j'étais trop cheap. Regarde, on va vivre la déception. On va voir, c'est une erreur de frappe, parce que je me suis trompé. C'est intelligent. Mais c'est pas intelligent pantoute, parce que c'est sûr que ça n'a pas rapport, mais... Ouais. À court terme, ça fonctionne, mais à long terme, ça c'est marche quelque chose jamais. Pareil, que les gens... C'est frauduleux. Excuse, mais tu sais, de dire que tu cours, puis tu cours pas, puis que tu... Ben, business du sport, clairement que c'est de la business, mais là. ça revient tout le temps à ce que je disais, c'est pourquoi tu fais ça. T'sais, si tu viens à avoir besoin d'une mule, c'est peut-être parce que... Faudrait peut-être que tu te questionnes le pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu fais ça pour les bonnes raisons? Oui. Mais c'est quoi la raison pourquoi les gens feraient ça? Pour endosser des brands, ils ont des commandites, puis là, ils veulent mettre l'avant les commandites. Fait que là, ils veulent mettre qu'ils courent, mais ils courent pas. Mais les commanditaires, savent-tu qu'ils courent pas? Ben non. Ben non, parce qu'eux, ils ont une liste de contenu à fournir, puis ils cochent les cases. Ça n'a pas de sens. Oui. On apprend des affaires pareilles. Mais en plus, t'en as une anecdote. Fait que dans le fond, ça existe vraiment. C'est ça que je voulais savoir. J'ai lu ça dans des articles, mais je me dis, c'est-tu vraiment quelque chose de réel? Là, tu viens de me dire que oui. Il y en a plein là, qui ont des coups de chaleur, parfois même plus que ça. Oui, on a des arrêts cardiaques. Oui, des arrêts cardiaques. On a des arrêts cardiaques, on en a à chaque année, en fait. Là. Vous avez un centre, là, comme de... Oui, on a plusieurs professionnels de la santé qui veillent à toute la sécurité sur le parcours. On en a plus de 300 le dimanche lors du marathon. Puis on a carrément un centre hospitalier désigné à la ligne d'arrivée où les participants sont amenés. Dans la grande majorité, c'est des ampoules, c'est des gens qui ont tombé dans des nids de poules ou pas. Là, genre moi. Genre toi. Ouais, ça compte pas, ça. Non, moi, ça compte pas. Donc, mais dans la majorité des cas, c'est souvent des gens qui ont des problèmes ironiquement, puis... Ironiquement, c'est souvent des gens qui sont en forme, des joueurs de hockey, des professeurs d'éducation physique. Donc, il y a vraiment des profils qu'on ne se serait jamais douté. Mais le fait qu'ils ont un effort soutenu durant un événement, ben ça déclenche quelque chose. Puis, avec la capacité qu'on a, on est capable de les prendre rapidement puis de les sauver. Là, donc, Mais la bonne nouvelle, au moins, c'est que, j'allais dire, c'est plus tard dans l'année. Donc là, peut-être qu'il va y avoir moins de coups de chaleur en octobre. Là, je sais pas. Là. C'est encore drôle. Là, si on prend, parce que l'année passée, si on parle avec le Petit Train du Nord, avec Québec, le week-end, le marathon bénévole de Québec, ce week-end-là, il a fait extrêmement beau, extrêmement chaud, ce qui a amené des complications pour les organisations. Donc, avec ils n'ont pas peur des mots, là, avec les changements climatiques, ça devient de plus en plus dur à contrôler puis à anticiper. Mais avec nos équipes médicales, nos mesures d'urgence, on s'assure d'être en mesure de répondre à
toute éventualité là, sur le parcours. OK. Parce que c'est ça, là, vous avez changé. C'est plus tard dans l'année en raison des championnats. En raison des championnats du monde, on a décidé de repousser 2 semaines pour minimiser l'impact sur les résidents aussi. Là. On parlait de fermeture de rue tantôt. Là, donc, on a décidé de repousser de 2 semaines pour alléger un peu la population de Montréal. Là. Au niveau coût d'opération versus revenu, êtes-vous une opération profitable? On est une OBNL, donc... Mais ça fait-tu plus de revenus que de dépenses, ou est-ce que c'est des... tu sais, parce qu'une OBNL, c'est que les revenus supplémentaires sont réinjectés. Oui, exactement. Mais est-ce que c'est une opération présentement qui est rentable ou pas encore? Avec la demande qu'on a, avec le nombre de participants qu'on a, on arrive à générer des surplus qui sont réinvestis année après année. Là, donc, mais ça nous permet aussi de garder les frais d'inscription bas. Avec toute la participation, on a des partenaires privés hyper importants comme Beneva qui croient en l'événement, qui investissent en l'événement. Les partenaires aussi, on a des fonds publics. On a environ un 10% là, du budget total qui provient de subventions. La Ville de Montréal, c'est un super partenaire. Tourisme Québec, Tourisme Montréal aussi qui sont partenaires dans l'événement. Donc, si c'est indiscret, tu me le dis, je serais juste curieux combien ça coûte opérer le marathon de Montréal. Tu sais, parce que genre... D'après toi, honnêtement, j'essaie d'y penser, puis je suis comme... J'ai peur de dire une vraie niaiserie, là. Ben, vas-y. Ben, même moi, On a dit... OK, on va y aller à l'inverse. On a dit 35 000 personnes, à peu près à 170. Tu sais... OK, non, c'est plus ce que je pensais. Ben, je vais dire quelque chose, je vais dire les distances plus petites, c'est moins cher. Ouais, c'est vrai. Chanson. Je vais dire 10 millions. C'est un budget de 5 millions. Là. OK. 5 millions. OK. Donc, pas pire? Ben, c'est quand même le double, là, mais comme... Non, mais c'est surtout... mais c'est quand même... À brûle pour point, là, c'est un exercice. Des fois que les gens... Mais je trouve pas ça élevé, bravo. Ben, les gens... c'est sûr que si on se compare à d'autres courses, comme je disais tantôt, c'est un prix qui est quand même élevé, mais ça coûte extrêmement cher organiser le marathon de Montréal. Notre coût de revient est assez élevé. Donc, c'est sûr que oui, on génère des revenus, mais on a énormément de dépenses qui viennent avec. Là. Ben, moi, je m'attendais à plus que 5 millions. Pour vrai, je trouve ça impressionnant. Parce que c'est quand même un gros événement. Là. On parle de 35 000 personnes. Mais je le sais. Oui. Toute la logistique autour de avoir les ressources sur place nécessaires, la préparation en amont, les fermetures, les services externes. On n'est pas une grosse équipe non plus, donc ça nous permet de... Ça va vite, 5 millions. Là. Oui, ça va vite. Tout est relatif dans la vie, là. C'est beaucoup d'argent, là. Oui. Mais je veux dire, ça va très vite, là. Fait que bravo. Si vous réussissez à opérer ça avec 5 millions, c'est bon. Avant, oui, vas-y. Non, mais ça me fait un peu... on parlait de retombées économiques et tout. Tout ce qui est des retombées sur la santé physique, la santé mentale, ça, je trouve que c'est rarement abordé. Là. On parle des retombées économiques de la Coupe du Monde, des séries du Canadien, mais toutes les retombées physiques puis mentales qui est de l'intangible, pas, là, de faire courir 35 000 personnes. Notre événement au printemps, le 21 Con Espresso de Montréal, c'était 10 500 coureurs. C'est 10 500 coureurs qui arrivent le lundi avec... Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Ben, j'ai couru un demi-marathon, j'ai couru 10 km avec une histoire, avec une fierté. Fait que ça, c'est de l'intangible qu'on peut pas mesurer, qu'on peut pas mettre dans des études d'impact économique, mais ça va au-delà de le nombre de nuitées puis le nombre de dollars dépensés chez Sport Expert. Là. Je voulais parler de un peu marketing avec toi. Ouais. Puis je sais, on en a déjà parlé dans une conférence. C'est le marathon de Montréal Beneva. Ouais. Hein? Puis tu sais, souvent, les médias, on oublie de dire le commanditaire. Ou tu sais, c'est le nom exact. C'est le nom de l'événement, le marathon Beneva de Montréal, comme le Millennium Banque Nationale, au comme le Centre Bell. C'est ça. Mais c'est quoi l'impact que ça peut avoir de pas mentionner Beneva, tu sais, parce que... Je me rends compte que le marathon de Montréal reste un lieu commun, là, tu sais, les gens, il a changé de nom, ça a été Oasis longtemps, maintenant c'est Beneva, ça reste un lieu commun. J'écoutais Stat, puis il parlait du marathon de Montréal, c'est des questions aux tricheurs, donc ça devient vraiment... donc les gens, c'est pas
pas parce qu'ils n'aiment pas Beneva. Ou c'est juste que le nom, le brand Marathon de Montréal est tellement fort que ça devient un automatisme d'appeler ça le Marathon de Montréal, comme le Marathon de New York, le Marathon de Boston. Comprends. Ça devient un lieu commun. Mais après, nous, dès qu'un partenaire privé comme Beneva s'associe au nom, tu parlais d'Omnium Banque Nationale, le Centre Bell, c'est sûr que pour nous, c'est le nom de l'événement. Là. Donc, on se doit de porter haut et fort la présence de notre partenaire en titre, Beneva, puis que nous, dans nos communications, de travailler fort pour faire rayonner ce brand-là, parce que sans eux, sans la part du privé, ce genre d'événement-là serait mis en péril. Parlons maintenant du volleyball. Oui. Donc, directeur général. Tout nouvellement, oui. Tout nouvellement. Ça fait combien de temps? En raison des championnats du monde, notre organisation, on a rebrassé un peu les cartes à l'interne. Puis c'est un événement coup de cœur pour moi en 2023. C'était pas nous qui l'organisions en 2023, sinon j'avais participé. Ça a vraiment été un événement coup de cœur. Donc quand le groupe tonique, on a repris cet événement-là l'année passée, mon collègue Joseph qui a levé la main pour s'occuper de ce moment. Joseph Limard. Joseph Limard, oui, qui s'est occupé du beach avec quelques semaines, quelques mois d'avis, ont réussi à livrer un événement exceptionnel. Donc, en raison, comme je disais, avec les championnats du monde, on a décidé de rebrasser les cartes. J'ai levé la main, puis c'est un projet qui m'excitait au plus haut point, puis que je trouvais vraiment trippant de prendre ça en charge, puis d'essayer de l'amener là où il mérite, là, cet événement-là. Et je sais pas si vous êtes venu, là, toi. Moi, j'ai trippé ma vie. J'étais de l'autre côté au Festival Lasso. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y avait le gros festival country avec Sheryl Crow, puis et de l'autre côté, on avait Melissa et Brandy, vice-championne olympique. Il faisait beau, puis là, on faisait, on s'en va-tu au beach volley, puis on va-tu écouter telle band? Fait que ça, c'était vraiment le fun. Et là, c'est du 19 au 23 août, c'est ça, au Parc Jean-Drapeau. Puis il faut mentionner aussi que c'est la plus importante tournée professionnelle de la discipline. Il y a 8 épreuves à la série Pro Tour. Puis c'est vraiment... Ce que je trouve le fun aussi avec cet événement-là, c'est que ça met en avant-plan le sport féminin. Mm-hmm. C'est un des rares sports que le volet féminin est plus populaire que le volet masculin. Puis il y a tout l'engouement post-Paris aussi qui a vraiment propulsé le volleyball de plage. On se rappelle la finale avec les Canadiennes et les Brésiliennes avec la Tour Eiffel en background. J'étais là, tout le monde, chanceuse. Ouais. Tout le monde ça a vraiment marqué l'imaginaire, puis ça a vraiment créé un engouement. L'année passée, les matchs du week-end étaient complets. Il y a vraiment un bel engouement. On lance la billetterie dans les prochains jours. Donc, c'est vraiment... on peut vraiment mesurer l'engouement des spectateurs. Puis, un peu le parallèle avec la course à pied, ce qui m'a frappé l'an passé, c'est vraiment la communauté de volleyball de plage au Québec. Elle est crazy. Là. Insane. C'est vraiment des gens qui trippent sur le sport, qui sont... peu importe, eux, ce soit des tournois de beach volleyball ou notre événement, ils sont présents, puis il y a vraiment une belle frénésie autour du volleyball de plage. Parce que tu l'as dit tantôt que tu vas amener cet événement-là là où il se doit. Ouais. C'est où, ça? Ça va être un événement incontournable pour les Montréalais. Je me plais à dire que Montréal est une ville d'événements sportifs. Mm-hmm. Puis je pense que le volleyball de plage fait vraiment partie des événements incontournables à Montréal. Là. Surtout l'été, au Parc Jean-Drapeau. On parlait de tourisme tantôt, de voyager, mais je pense que des fois, en tant que Montréalais, on réalise pas à quel point on est chanceux d'avoir des places comme le Parc Jean-Drapeau. On va à Barcelone, on va dans d'autres pays, puis c'est des endroits qu'on met dans notre liste pour aller visiter. Puis un petit peu à Montréal, on boude un peu, ou on y va quand c'est Oshiaga, on y va quand c'est la F1, mais en dehors de ces grands moments-là, on y va pas, mais c'est des places qui ont tout à gagner à être visitées à l'année. Parce que là, on parle d'un stade temporaire de 3200 places qui avait été aménagé sur le circuit Gilles Villeneuve. Est-ce que c'est toujours ça qu'on prévoit cet été ou il va y avoir des améliorations? On a augmenté le nombre de places parce que la demande est forte. C'est ça que j'allais dire. On a augmenté, mais on peut pas augmenter comme on veut, malheureusement, parce que aussi, on parlait de demande et tout, mais le succès de l'événement passe par une formule qui a été établie l'année dernière. Donc, c'est tout le temps un peu
le combat de dire oui, on était complet, mais c'est pas parce qu'on double le nombre de places que l'événement va être complet. Puis des fois, en doublant le nombre de places ou ça vient un peu dénaturer l'événement, puis soudainement, l'ambiance n'est pas la même. Fait que ça vient un peu créer l'effet inverse. On réussit pas à tout vendre les places, donc les gens, c'était pas complet, donc c'est moins populaire, donc ça envoie un message différent versus l'année passée, c'était complet, l'ambiance était folle. Fait que ça amène ça. Donc oui, on a une croissance, oui, on ajoute des places, c'est stratégique. Mais sans dénaturer, puis sans perdre toute cette énergie-là, puis cette ambiance festive-là qu'on avait l'année dernière. Tu regardais ça un peu? Moi, j'adore le volleyball de plage en général. Ce que j'ai regardé l'année passée, pour être honnête, j'ai vu des séquences. J'ai pas été sur place. Non, pas sur place, mais t'as vu des séquences. Oui. J'ai trouvé ça formidable. C'est le genre d'événement que je trouve qui fait extrêmement bien avec Montréal. Tu parlais on est une ville d'événements sportifs. C'est exactement ça qu'on voit l'été surtout. La President's Cup en 2024 a été un succès monstre, pour un tournoi de golf à l'île Bizarre, qui est super difficile d'accès, puis il y avait plein de monde. Le tennis, à chaque année, c'est à guichet fermé. Il y a plein de billets qui sont vendus. On parlait de Marathon de Montréal tantôt. Là, on parle de beach volley. Il va y avoir le Grand Prix cycliste. Je trouve que à Montréal, on a le potentiel d'avoir une ville où est-ce qu'on peut se permettre des événements comme ça parce qu'on a une clientèle qui aime découvrir, qui aime voir des nouvelles choses, puis qui est assez multiculturelle. Et tu sais, le volleyball de plage est très populaire. En Europe, est très populaire. Au Mexique. C'est ça, je veux dire, au Mexique, en Amérique du Sud. Tu sais, c'est des sports qui sont peut-être moins populaires ici par nature parce qu'on est très nord-américanisé, là, veux pas. Mais à Montréal, par contre, dans toutes les villes nord-américaines, c'est bien une place où je trouve que ça fonctionne, ce genre d'événement-là. Puis c'est... puis les gens s'approprient l'événement, ils sont très fiers aussi d'avoir ces rendez-vous-là. Sans mentionner les championnats du monde, la chance d'avoir ça à Montréal en septembre, les gens on le sait que les gens vont répondre présent, les communautés italiennes, Amérique du Sud, les gens vont venir vraiment dans les rues, ça va être festif, là. On avait des gens de l'Érythrée. Vous pouvez même faire du vélo à la rando, bénévole, que je suis ambassadrice. Bon, le lien en bas de l'écran. Pas tu plugs. Tu fais des grosses plugs aujourd'hui, Jen. Tu peux-tu faire le lien en bas de l'écran? Oui. Tu as ajouté commanditaire ici ou genre sur le t-shirt à Jen, on va être ça? Mais je te remercie tellement, Alex. Toi, ça te tente-tu de faire un marathon? Non. Tu préfères être la mule? Moi, je suis une mule. On parlait de marketing et tout, là, puis c'est le marathon bénévole de Montréal, mais il n'y a pas juste le marathon. C'est vraiment un événement pour tout le monde. Puis, faire un marathon demain matin, c'est peut-être pas une bonne idée, mais de faire un 5 km, un 10, c'est vraiment courir 1 kilomètre avec son enfant, c'est vraiment, ça sème une graine, puis après, avec tes petits garçons, tout est possible. Là. Ils peuvent courir. Hein? Ben, sans blague, j'en ai fait quand j'ai joué au tennis quand j'étais junior, puis on avait des entraînements Moi, mon gros problème, il y en a peut-être qui vont dire « je suis pas le seul », quand je fais de la course à pied, mes tendons d'Achille, ça va pas. Okay. C'est des gros... Comme t'as l'impression qu'ils vont déchirer. Je pense qu'il y a beaucoup de... évidemment, la flexibilité au niveau de ça, il faudrait l'améliorer, mais dès que c'est même pas tant le cardio que plus la douleur extrême que je ressens. Quand tu parles de mauvaise idée, c'est sûr que mon tendon d'Achille passerait un mauvais quart d'heure. Là. C'est peut-être travailler ta biomécanique, avoir des bons souliers, puis après, peut-être toi, c'est un frein pour toi, mais des fois, peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas couru, ou peut-être des fois, c'est juste des techniques de course-marche avec un bon spécialiste, un bon coach. Puis, tu sais, je suis certain que tu pourrais casser ça, puis tu pourrais t'y mettre. C'est sûr, c'est la biomécanique. Moi, je pense que les années de tennis, un pas à la fois. T'es toujours sur la pointe de pied au tennis quand t'attends la balle. Tout le temps. Peut-être. Fait que tes mollets sont toujours en contraction constamment. Tu peux courir avec une raquette de tennis. Fait que c'est ça. Fait que quand je joue au tennis, c'est pas un problème. Je pourrais faire ça. Ça pourrait régler le problème. Quand je joue au tennis, j'ai pas mal, mais tu vois, quand je joue au soccer, puis mettons, je vais commencer à courir des sprints, là, tu vois, je vais le sentir. Quand je commence à faire du jogging, parce que ça m'arrive de temps en temps, hey, j'ai envie, là, aujourd'hui d'aller en faire.
Puis je vais commencer, j'aurais plus mal, puis 300 mètres, 400 mètres plus tard, ah non, ça va pas bien. Mais merci Alex de m'avoir mis l'image en tête de qui court avec sa raquette. Ouais. Sa petite balle. Avec ses sweatbands. Oui, c'est ça. Fait que comme Nadal avec pas de manche, là, puis là, avoir l'air vraiment d'un vrai con, là. Ouais. Fait que c'est ça. Merci Alex. C'est un plaisir, merci beaucoup. Merci.